Sous le sol de béton et les façades rénovées des anciens bassins miniers et des cités ouvrières du Nord-Pas-de-Calais dort une anomalie historique que la mémoire collective a soigneusement ignorée. La plupart des observateurs datent l'émergence des premières communautés issues de l'immigration ouvrière et coloniale en France aux vagues des 30 glorieuses après la Seconde Guerre mondiale. C'est une erreur de chronologie. 2 siècles avant ces mouvements de population massifs, des communautés d'origines diverses étaient déjà solidement établies dans les ports de commerce, les places fortes et les bassins industriels du pays. Aujourd'hui, ces visages et ces trajectoires ont été effacés des circuits touristiques officiels et des manuels scolaires. Les infrastructures ont été rasées, les quartiers restructurés, ne laissant aucune plaque commémorative, là où s'est pourtant jouée une confrontation majeure entre la logique industrielle française et les aspirations humaines fondamentales. Dans le département du Nord, la ville de Valenciennes et ses communes périphériques comme Anzin matérialisent ce paradoxe. Au cours du XIXe siècle, ce territoire est devenu le cœur battant de la production houillère française, une mécanique économique implacable, nécessitant une main-d'œuvre dense, mobile et hautement hiérarchisée. Les archives paroissiales et les registres d'état civil d'Anzin, consultables dans les fonds départementaux, révèlent des baptêmes, des mariages et des sépultures de travailleurs étrangers et coloniaux remontant à la fin du XVIIIe siècle. À l'apogée de l'exploitation minière, la Compagnie des mines d'Anzin contrôlait la quasi-totalité du marché de l'énergie et logeait ses ouvriers dans des corons rigoureusement quadrillés. La structure interne de ces cités minières était conçue pour maximiser le rendement et maintenir un contrôle social absolu. Les ingénieurs surveillaient les porions, qui à leur tour surveillaient les mineurs de fond. C'est au sein de cette mécanique de précision qu'une main-d'œuvre invisible, venue des confins de l'Empire et de l'Europe périphérique, a été injectée pour exécuter les tâches les plus dangereuses dans les galeries inférieures, là où la température dépassait les 35 degrés et où le risque de grisou était permanent. À la fin du XIXe siècle, les tensions liées à la baisse des salaires et aux cadences infernales imposées par la direction de la compagnie ont poussé ces mineurs à s'organiser secrètement en dehors des structures syndicales officielles qui leur étaient alors interdites. Les rapports de la préfecture de police du Nord détaillent la surveillance étroite de ces réseaux d'ouvriers marginaux, perçus comme des éléments de subversion potentielle dans une région stratégique pour la sécurité énergétique de l'État. En avril 1884, alors qu'une grève massive paralyse les puits de la région, la direction de la compagnie prend une décision radicale qui va sceller le destin de la communauté. L'isolement complet des mineurs grévistes par la fermeture des accès aux puits et la coupure des approvisionnements dans les corons. Le piège se referme sur des milliers de familles, alors que les forces militaires se déploient en surface, baïonnettes au canon, face à une population ouvrière acculée dans ses propres habitations. La confrontation d'avril 1884 à Anzin n'était pas un accident isolé, mais le résultat direct de lois économiques et démographiques impitoyables qui allaient redéfinir le paysage social du Nord pour le siècle à venir. Les mineurs et leurs familles, bloqués au cœur de cités ouvrières privées de subsistance, durent faire face à une répression logistique totale. Pour remplacer cette force de travail insoumise et briser la grève, la Compagnie des mines d'Anzin actionna ses réseaux de recrutement à l'échelle continentale et coloniale. Des flux massifs de travailleurs, originaires de régions agraires pauvres, d'Europe centrale et de possessions territoriales périphériques, furent acheminés par convois ferroviaires entiers directement sur les carreaux des fosses. Les archives de la Compagnie, conservées au centre historique minier de Levarde, contiennent les registres matricules de ces milliers d'hommes, embauchés sous des statuts d'exception et affectés aux tâches d'abattage de la houille les plus exposées. En quelques mois, la morphologie démographique des corons changea radicalement. Ce grand remodelage urbain et humain, initié à la fin du XIXe siècle, préfigurait les vastes programmes de restructuration industrielle des années 1970. Lorsque la crise de la sidérurgie et la fermeture définitive des puits frappèrent le bassin minier un siècle plus tard,
Ces quartiers populaires subirent une politique de rénovation urbaine agressive. Les corons d'origine, construits en briques rouges locales et alignés selon une géométrie de contrôle social, furent en grande partie rasés sous prétexte d'insalubrité et de modernisation. À leur place, des grands ensembles de logements sociaux et des zones pavillonnaires standardisées furent édifiés, dispersant les anciennes structures communautaires et effaçant la mémoire matérielle des luttes ouvrières. Aujourd'hui, les visiteurs qui parcourent les boulevards de Valenciennes ou les rues rénovées d'Anzin ignorent totalement que sous leurs pieds se trouvaient les bastions d'une résistance ouvrière multinationale. Aucun monument, aucune plaque de rue ne rappelle que la célèbre grève des mineurs d'Anzin, qui servit de modèle direct à Émile Zola pour son chef-d'œuvre Germinal, reposait sur le sacrifice d'une communauté de travailleurs immigrés dont l'histoire a été méthodiquement occultée par le récit national. De la même manière, l'histoire des ports de guerre et de commerce français cache des trajectoires de populations marginalisées tout aussi profondes et oubliées. Au début du XXe siècle, les bassins d'Arles et de Marseille virent s'établir les premières communautés pérennes de marins et de dockers originaires d'Afrique du Nord et du Levant. À Marseille, le quartier de la Joliette devint le point d'ancrage d'une population maritime dense, attirée par l'expansion coloniale et le commerce transméditerranéen. Ces hommes louaient leur force de travail à la journée dans des conditions d'insécurité totale. Logés dans des garnis et des pensions de famille insalubres de la rue de la République et des ruelles du Panier. Les tensions économiques liées à la concurrence pour l'accès aux emplois de dockers culminèrent en août 1919, lors de violents affrontements qui éclatèrent sur les quais du port de Marseille. Des groupes de marins et de travailleurs locaux tentèrent d'expulser par la force les marins algériens et tunisiens du marché du travail portuaire. Les rapports de police de l'époque comptabilisent des dizaines d'arrestations parmi les travailleurs coloniaux, tandis que les agresseurs ne firent l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Cette explosion de violence raciale, survenue au lendemain de la Première Guerre mondiale, fut immédiatement étouffée par l'actualité politique parisienne et les traités de paix, reléguant l'événement dans l'oubli le plus total. La Joliette et le Vieux-Port se transformèrent, mais les noms des grandes compagnies maritimes restèrent gravés dans la pierre des riches immeubles haussmanniens, financés par ce même commerce colonial qui exploitait et déplaçait ces populations de marins. Les restructurations urbaines successives de la fin du XXe siècle, notamment le projet Euroméditerranée, allaient parachever cette amnésie en transformant les anciens docks de stockage en centres d'affaires et de loisirs branchés, repoussant les descendants de ces pionniers de l'immigration vers les quartiers nord de la ville, loin des regards et de l'histoire officielle. La dérive mémorielle des infrastructures maritimes marseillaises n'est pas une exception géographique. Elle se reproduit à l'identique dans les grands centres de production de l'intérieur du pays. Dans la banlieue lyonnaise, le long du canal de Jonage et autour des usines de textiles artificiels de Villeurbanne et de Volx-en-Velin, un processus de gommage historique similaire a été appliqué à la mémoire industrielle. Dès le début des années 1920, la croissance exponentielle de la production de soie chimique exigeait une main-d'œuvre exposée en permanence aux vapeurs toxiques de sulfure de carbone. Les recruteurs d'usines comme la Société de la Viscose se tournèrent massivement vers les réseaux d'immigration coloniale et européenne pour alimenter leurs ateliers de filature. C'est dans ce contexte que s'est sédimentée une présence ouvrière invisible, bien avant les vagues de reconstruction officielle d'après-guerre. Ce premier noyau de peuplement s'installa dans des baraquements de fortune et des cités de transit, construites à la hâte en périphérie des usines, définissant l'identité de ces quartiers bien avant que les statistiques modernes ne les figent sous l'étiquette réductrice de banlieue sensible. Pendant des décennies, cette population maintint des structures de solidarité et des institutions civiques autonomes, ouvrant des cafés, des épiceries et des lieux de culte informels au milieu de la pollution des usines chimiques. Pourtant, la mémoire collective locale a préféré retenir l'effondrement économique des années 1980 et les émeutes urbaines qui suivirent,
plutôt que la longue histoire technique et humaine de cette communauté pionnière. L'histoire culturelle de ces territoires subit la même distorsion. Lorsque des mouvements musicaux de contestation et d'expression populaire émergèrent de ces banlieues lyonnaises dans les années 1970 et 1980, les analystes de l'époque les décrivirent comme des phénomènes d'importation culturelle sans racines locales profondes. Ils ignoraient que les créateurs de ces formes artistiques étaient les descendants directs des ouvriers qui avaient bâti les usines de la vallée de la chimie 2 générations plus tôt. Cette déconnexion systématique entre la contribution historique d'une communauté et sa perception publique s'observe également dans les ports de l'Ouest, comme à Nantes et à Saint-Nazaire. Les chantiers navals de la Loire, moteur de la puissance industrielle française, ont fonctionné pendant plus d'un siècle comme d'immenses machines à broyer et à assimiler des vagues successives de travailleurs transfrontaliers et coloniaux. Les archives municipales de Nantes conservent la trace de ces quartiers ouvriers insalubres, souvent détruits par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale ou par les vagues successives d'urbanisation capitaliste. À l'embouchure de la Loire, la mémoire ouvrière officielle met en avant la fierté technique des lancements de paquebots. Mais elle passe sous silence la stratification raciale et économique qui régissait la vie des ateliers. Les conflits sociaux majeurs qui secouèrent les chantiers de Saint-Nazaire en 1955, marqués par des affrontements d'une violence extrême avec les forces de l'ordre pour l'obtention de conditions de travail décentes, virent les ouvriers immigrés en première ligne des piquets de grève. Les restructurations urbaines de la fin du XXe siècle ont transformé les anciens sites de construction navale en musées à ciel ouvert, en espaces d'exposition et en promenades touristiques. Le visiteur contemporain déambule au milieu des structures métalliques restaurées sans jamais être confronté à la réalité quotidienne des hommes qui ont assemblé ces navires. Les documents officiels et les parcours muséaux privilégient une approche esthétique de l'archéologie industrielle, évitant soigneusement de documenter les tensions raciales, les expulsions de logements ouvriers et la précarité structurelle qui caractérisait le quotidien de ces bâtisseurs de l'ombre, dont l'identité même a été dissoute dans le béton des projets de requalification urbaine. L'effacement physique des traces matérielles dans les anciens bassins industriels et portuaires prépare le terrain pour l'anomalie la plus profonde du récit historique français. Une histoire qui remonte bien avant l'ère des usines et des hauts fourneaux. Au cœur de la Bretagne, sur la côte du Finistère, se dresse le château de Brest, une forteresse médiévale fortifiée par Vauban qui domine la rade depuis des siècles. C'est dans cette infrastructure militaire qu'en octobre 1802, plus de 2000 soldats et civils d'origine africaine et antillaise furent enfermés dans des conditions de détention extrêmes. Ils n'étaient pas des esclaves, mais des soldats de l'armée régulière française, capturés ou déportés après le revirement politique du consulat de Napoléon Bonaparte, qui venait de décréter le rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises par la loi de mai 1802. Ces hommes avaient combattu sous le drapeau de la République révolutionnaire après l'abolition universelle de 1794, défendant les territoires français des Caraïbes contre les forces britanniques et espagnoles. La décision de Napoléon de réimposer l'ancien ordre colonial transforma instantanément ces citoyens soldats en prisonniers d'État, en parias logistiques que les autorités militaires bretonnes ne savaient comment gérer. Les correspondances du préfet maritime de Brest et les registres d'écrou du château révèlent la panique administrative de l'époque devant l'arrivée de ces contingents d'hommes libres que le pouvoir central tentait de déchoir de leurs droits et d'isoler de la population locale. Parmi ces captifs transférés de Saint-Domingue et de la Guadeloupe figuraient des officiers supérieurs et des vétérans des guerres de la Révolution, dont certains s'étaient illustrés dans la résistance armée contre le retour des chênes. Les archives du service historique de la défense recèlent les noms oubliés de ces hommes, des identités consignées sur des listes de rationnement et des registres d'hôpitaux militaires ou WAR, où beaucoup succombèrent au froid et aux maladies épidémiques durant l'hiver breton. Des figures majeures de la résistance antillaise passaient par les prisons métropolitaines,
avant d'organiser l'insurrection finale dans les îles, ont laissé leurs empreintes administratives dans ces geôles fortifiées, préférant la mort ou l'exil à la soumission. Aujourd'hui, le château de Brest abrite le Musée national de la marine et accueille des dizaines de milliers de visiteurs chaque année. Le parcours de visite officiel détaille les innovations architecturales de Vauban, la puissance navale de la France sous l'Ancien Régime et l'importance stratégique de la rade pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, aucun panneau explicatif, aucune ligne dans le guide touristique officiel ne mentionne la détention de ces 2000 soldats noirs qui virent leurs espoirs d'égalité se briser contre les murs de granit de la citadelle. Cette amnésie institutionnelle n'est pas fortuite. Elle découle d'un processus séculaire de sélection mémorielle qui préfère les récits de gloire maritime aux contradictions tragiques de l'histoire coloniale. L'histoire humaine de la France n'est pas un récit linéaire né de la reconstruction des années 1950, c'est une trajectoire multicentenaire dont les preuves tangibles sont enfouies dans les registres d'état civil non numérisés, les cartons d'archives maritimes et les registres d'hôpitaux de garnison. Les structures physiques ont été profondément altérées par les dynamiques d'aménagement urbain du XXe siècle, mais les documents administratifs bruts subsistent dans les dépôts départementaux, accessibles à quiconque refuse de confondre le paysage architectural contemporain avec la réalité historique des hommes qui l'ont traversé. Cette occultation systématique de l'histoire coloniale et ouvrière dans les monuments nationaux comme le château de Brest forme le dernier maillon d'une chaîne d'amnésie qui s'étend sur l'ensemble du territoire français. Ce processus ne s'est pas limité aux ports de guerre bretons ou aux cités minières du Nord, il a également façonné les zones rurales et les petites communes de l'intérieur, dont l'histoire agraire et forestière cache des trajectoires de population oubliées depuis des siècles. Les registres des paroisses rurales du Sud-Ouest, de l'Auvergne et de la Provence contiennent des traces de baptême, de contrats de travail et de sépultures de personnes de couleur et de travailleurs étrangers remontant au XVIIe siècle. Ces hommes et ces femmes, intégrés aux communautés locales en tant qu'artisans, domestiques ou ouvriers agricoles, ont participé à la vie économique des provinces françaises bien avant que les lois de la République ne tentent d'uniformiser la nation. Pourtant, aucune de ces communes ne possède de marqueurs historiques, de circuits mémoriels ou de plaques explicatives pour signaler cette présence séculaire. Les traces de cette France plurielle et connectée au reste du monde par ses réseaux marchands et maritimes sont restées confinées dans l'obscurité des archives départementales, exclues du grand récit national enseigné dans les écoles. Les vagues successives d'aménagement du territoire, l'exode rural du XXe siècle et la modernisation des infrastructures agricoles ont achevé de disperser les descendants de ces familles et de raser les habitations modestes qu'ils occupaient, achevant de rendre invisible une contribution humaine, pourtant essentielle à la construction du pays. La réalité des faits bruts montre que l'histoire de la diversité humaine en France n'est pas un phénomène récent né des crises migratoires contemporaines ou des accords de main-d'œuvre des années 1960, mais une réalité physique et documentaire vieille de plus de 300 ans. Cette histoire a été méthodiquement ignorée, restructurée par des décisions d'urbanisme agressives et passée sous silence par des institutions muséales plus enclines à célébrer le chétictural qu'à documenter la stratification sociale et économique de leur propre structure. Les bâtiments d'origine ont presque tous disparu sous le béton de la modernisation et de la requalification urbaine, mais les documents administratifs bruts, les rôles d'équipage, les registres d'écrous et les recensements de population demeurent intacts. Ils constituent des preuves matérielles inaltérables, prêtes à être analysées par quiconque s'affranchit des discours officiels pour confronter la réalité historique dans toute sa sévérité et sa complexité. L'analyse des processus anthropogènes et géographiques français révèle ainsi que le paysage contemporain n'est qu'une couche superficielle sous laquelle dorment des mémoires enfouies. Reconnaître l'existence de ces communautés oubliées, de leur lutte et de leur détention dans les places fortes du pays ne relève pas d'une réécriture idéologique,
mais d'une exigence de rigueur scientifique et factuelle. Les archives sont ouvertes, les données chiffrées sont